Avant de commencer, un défi. Combien de choses incroyables associez-vous spontanément à l'Iran? Zéro. Une? Deux peut-être? Notez votre chiffre en commentaire tout de suite. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez envie de le corriger. Ce pays cache un réfrigérateur vieux de 2500 ans. Une cité souterraine truffée de pièges dont personne ne soupçonnait l'existence avant 2004. Des climatiseurs fonctionnant depuis 8 siècles sans un seul watt d'électricité. Un lac qui se transforme en sang sous vos yeux et un endroit où les habitants mangent la terre en guise d'épices. Tout cela, c'est le même pays, pas celui que vous avez l'habitude de voir aux informations, un tout autre. Comme si quelqu'un avait pris 5 planètes différentes, un désert qui fait fondre la peau, une jungle vieille de 50 millions d'années, des montagnes plus hautes que les Alpes, des labyrinthes souterrains, et l'une des sciences les plus anciennes de l'humanité et avait tout compressé à l'intérieur d'une seule frontière sur la carte. Commençons par l'endroit où la vie s'arrête. Littéralement. Dashtellut. En persan, cela signifie le désert vide. Même la langue refuse de donner à cet endroit la moindre signification. 50 000 km² de néant absolu. Pas d'eau, pas de plantes, pas d'animaux. Même les bactéries n'y survivent pas. Les scientifiques qualifient ces territoires de zones abiotiques, ce qui signifie que la vie y est impossible par définition. En 2005, un satellite a enregistré sur le plateau de Gandom Berrian une température de surface de 70,7 degrés. Pas la température de l'air, celle du sol. C'est le record mondial. La surface la plus brûlante jamais mesurée depuis l'espace. Pour donner une idée de ce que cela représente, à 65 degrés, les protéines du corps humain commencent à se dénaturer. Impossible de poser un pied nu sur cette terre, même pour un seul pas. Mais voici ce qui est vraiment étrange. Sur les marges de cette zone de néant se dressent les caloutes, des tours naturelles de grès et d'argile sculptées par le vent et l'eau pendant des millions d'années. Certaines atteignent 40 mètres de haut. Elles sont si régulières, si symétriques, que les premiers voyageurs européens ont noté dans leur carnet avoir découvert une forteresse abandonnée d'une civilisation inconnue. Ce n'était pas une forteresse, c'était simplement la nature. Et puis, il y a les sables chantants. Quand le vent traverse certaines dunes, il produit un bourdonnement grave, presque un son d'orgue. Les habitants appellent cela la voix des djinns et racontent que ceux qui s'enfonçaient dans le désert pour en trouver la source ne revenaient pas toujours. Maintenant, transportez-vous à 2000 km au nord. Même coordonnées nationales, même pays. Mais autour de vous, une jungle. Oui, une jungle. Les forêts hirkaniennes s'étirent le long de la côte sud de la mer Caspienne, en une mince bande verte coincée entre la mer et les monts Elbourz. Elles ont entre 25 et 50 millions d'années. Elles ont survécu à l'ère glaciaire. Elles sont plus anciennes que la plupart des chaînes de montagnes de la planète. Inscrites au patrimoine mondial en 2019, elles abritent l'arbre de fer, un bois si dense qu'il coule dans l'eau et que les dents d'une scie standard s'y enlisent sans parvenir à laisser de marques profondes. Un brouillard permanent y flotte, des fougères humides tapissent le sol, et dans ces fourrés rôde le léopard de la Caspienne, l'un des sous-espèces les plus rares au monde. Il en resterait entre 100 et 150 individus. Si l'on vous déposait au milieu de cette forêt sans repère, vous jureriez être quelque part dans les contreforts du Caucase. Jamais dans un pays que le monde entier imagine comme un désert uniforme. Mais attendez, car cela va devenir encore plus surprenant. Au nord-ouest du pays se trouve un lac, ou ce qu'il en reste, Ormia. Autrefois, l'un des plus grands lacs salés de la planète. Dans les années 90, sa superficie atteignait environ 6000 km². Aujourd'hui, moins de 10%. Le lac se meurt, et en mourant, il vire au rouge. Ce n'est pas de la pollution, c'est de la biologie. À mesure que l'eau s'évapore et que la concentration en sel augmente, les organismes ordinaires disparaissent. Leur place est prise par des allobactéries et des algues contenant un pigment rouge. Quand elles se multiplient en masse, elles colorent l'eau dans des nuances allant du rose au bordeaux profond. Vu du ciel, c'est comme si quelqu'un avait entaillé la surface de la terre. Sur les berges, des cristaux de sel recouvrent tout. Des arbres aux troncs blanchis imprégnés de sel. Ni oiseaux, ni poissons. Un silence total et un surréalisme absolu. Et tout cela, le désert qui anéantit toute vie, la jungle qui a traversé les âges glaciaires et le lac qui agonise en rouge, coexistent dans le même pays en ce moment même. Mais nous n'avons pas encore atteint l'endroit le plus fou. Imaginez une petite île dans le golfe Persique, 12 km de diamètre. En vous en approchant, vous croiriez que votre GPS a planté et que vous avez atterri sur Mars. L'île d'Ormuz. Ces montagnes sont rouge sang. Pas rougeâtres.
Rouge sang, rouille, brique. Ce sont d'immenses gisements d'oxyde de fer. Mais le plus étonnant n'est pas la couleur. C'est ce que les habitants font de cette terre. Les femmes de l'île utilisent le sol rouge comme condiment. Elles l'ajoutent au pain, aux poissons, aux sauces. Cette terre contient du fer, du calcium et des composés soufrés, et donne au plat un goût salé et minéral très particulier. Les visiteurs qui la goûtent à même la montagne décrivent un goût de chips salés avec une note de rouille. Ce n'est pas une métaphore, c'est la gastronomie réelle de l'île. Et sur l'île voisine de Keshm, la vallée des étoiles présente des formations rocheuses que l'érosion a transformées en sculptures fantastiques. La légende locale raconte qu'une étoile est tombée ici et a brisé la Terre en mille éclats. Les géologues parlent de tectonisme salin, des dômes de sel souterrains qui ont poussé la surface vers le haut en la déformant. Quelle que soit la version, le paysage reste tout aussi saisissant. 4 anomalies naturelles. Un désert qui anéantit la vie, une jungle qui a traversé les ères glaciaires, un lac qui agonise en rouge et une île où l'on mange la terre. Tout cela dans un seul pays. Mais la nature n'est que la moitié de l'histoire. Parce que les humains qui ont vécu ici ont inventé des choses qui vont vous laisser sans voix. Imaginez le problème. Vous vivez en plein désert. L'été, la température dépasse les 50 degrés. L'électricité n'existe pas. Le réfrigérateur n'existe pas. La climatisation n'existe pas. Comment stockez-vous la nourriture? Comment refroidissez-vous l'eau? Comment survivez-vous tout simplement? Les Perses ont résolu cette équation il y a 2500 ans. Et la solution était si ingénieuse que les architectes modernes tentent encore de la reproduire. Le yakshal. En persan, cela signifie fosse à glace. Ce mot, d'ailleurs, désigne aujourd'hui le réfrigérateur courant dans Farsi, parce que tout a commencé avec le yakshal. Imaginez un dôme géant fait d'un mortier spécial composé de sable, d'argile, de blanc d'œuf, de poils d'animaux et de cendres. Ce mélange était totalement imperméable et isolant thermique. Sous le dôme, une chambre souterraine pouvant contenir jusqu'à 5000 mètres cubes. À côté, des bassins peu profonds entourés de murs atteignant 15 mètres de haut. Voici ce qui se passait. Les nuits d'hiver, l'eau des canaux de montagne était dirigée dans ces bassins. Le désert est un paradoxe. La journée, une fournaise. La nuit, la température chute tellement que, grâce au phénomène de refroidissement radiatif, l'eau gelait même lorsque la température de l'air restait théoriquement au-dessus de zéro. Au matin, la glace était découpée en blocs et descendue dans la chambre souterraine. Les murs épais et la ventilation étudiée la conservaient jusqu'à la fin de l'été. Dans ces fosses glacées, les Perses stockaient viande, fruits et produits laitiers et préparaient même le faloud, un dessert glacé à base d'eau de rose, de jus de citron et de fine vermicelle. C'était, en substance, le premier sorbet de l'histoire. Il y a 2500 ans, sans électricité, en plein désert. Certains yakchals tiennent encore debout aujourd'hui. À Kerman, un dôme de 18 mètres de haut, vieux de plusieurs siècles, maintient toujours sa température. Mais le yakshal n'était qu'un élément du système. Les Perses ont résolu un autre défi apparemment impossible, climatiser des habitations. Et ils l'ont fait avec une élégance qui mérite qu'on s'y attarde. Les badgir, en persan les attrape-vents. Ce sont des tours qui dépassent des toits des maisons à Yazd, Kashan, Kerman et dans des dizaines d'autres villes. Certaines ont 8 siècles. Le principe est simple et en même temps brillant. La tour s'élève au-dessus du toit de quelques mètres à plus de 30. Au sommet, des ouvertures orientées dans différentes directions. La tour capte le vent, qui à cette altitude est plus frais et plus pur, et le canalise vers le bas dans les pièces à vivre et les sous-sols. L'air chaud monte et s'échappe par d'autres conduits. On obtient une circulation permanente sans le moindre mécanisme, sans électricité, sans pièces mobiles. Dans certaines maisons, un tissu humide était suspendu à l'intérieur de la tour, et l'air le traversant se refroidissait davantage. Dans d'autres, le flux était dirigé au-dessus d'un réservoir d'eau souterrain. Résultat, la température intérieure baissait de 8 à 12 degrés par rapport à l'extérieur. Yazd, surnommée la ville des attrape-vents, en compte environ 700. Le plus haut du monde, 33 mètres, se dresse dans le jardin de Daulatabad. La ville entière a été inscrite au patrimoine mondial en 2017, saluée comme un témoignage vivant de l'utilisation intelligente de ressources limitées en milieu désertique. Et aujourd'hui, des architectes du monde entier reviennent à ce principe. À Abu Dhabi, la ville de Masdar a été conçue en intégrant des badguirs. En Australie, des immeubles de bureaux utilisent des tours de ventilation similaires. Une technologie vieille de 8 siècles s'avère plus pertinente que des climatiseurs qui dévorent que 10% de l'électricité mondiale. Les Perses
s'avère quelque chose que nous commençons à peine à redécouvrir. Descendons maintenant sous terre. Littéralement. 2004. Petite ville de Noushabad à 5 km au nord de Kashan. Un habitant ordinaire creuse une tranchée dans sa cour. Sa pelle s'enfonce dans le vide. Il éclaire le trou avec une lampe torche et aperçoit un tunnel. En pierre, soigné, clairement construit par des mains humaines. Il appelle ses voisins, il creuse plus loin et découvre une ville. Une ville entière sous la terre. 3 étages, jusqu'à 18 mètres de profondeur. Des tunnels, des chambres, des escaliers, des puits de ventilation, des canaux pour l'eau et des pièges, des dalles de pierre pivotantes au-dessus de fosses profondes dans lesquelles tombait quiconque posait le pied au mauvais endroit. Des couloirs coudés permettant aux défenseurs de tendre des embuscades. Des passages si étroits que 2 personnes ne pouvaient pas s'y croiser. Les archéologues ont daté ce complexe de l'époque sassanide, il y a environ 1500 ans, bien que certaines découvertes suggèrent un âge encore plus ancien. Selon les estimations, la cité souterraine couvre environ 4 km². Un bourg entier pouvait descendre et y vivre plusieurs jours en attendant que le danger passe en surface. On l'a baptisé Ouyi. Et Noushabad, en persan, signifie la ville à l'eau fraîche et délicieuse, car selon la légende, un souverain sassanide y trouva une source d'une fraîcheur exceptionnelle et ordonna de bâtir une colonie autour. Pendant 1500 ans, cette ville se trouvait juste sous les pieds des habitants. Et personne ne le savait. Remontons à la surface car l'histoire suivante est plus ancienne et encore plus stupéfiante. 2900 ans avant notre ère. Et du pays. Ici se dresse une ville de plus de 5000 habitants, 150 et 1 hectare, l'un des plus grands centres urbains de l'âge du bronze au Moyen-Orient. Shahr Sorte, la cité brûlée. On l'a nommée ainsi parce qu'elle a brûlé plusieurs fois et s'est reconstruite à chaque reprise. Mais ce que les archéologues y ont trouvé change la perspective sur tout. Premièrement, on y a découvert un œil artificiel, le plus ancien prototype de prothèse oculaire jamais mis au jour sur la planète. Fabriqué dans une résine légère, recouvert de fils d'or fins imitant les capillaires sanguins. Âge, environ 5000 ans. Sa taille correspondait parfaitement à l'orbite de la femme à côté de laquelle il a été trouvé. Ce n'était pas un produit de série. C'était une prothèse sur mesure, fabriquée pour une personne précise. Cette femme marchait et regardait le monde à travers un œil artificiel en or il y a 5 millénaires. Deuxièmement, on y a trouvé des crânes présentant des ouvertures nettes, des trépanations. Et l'os autour des trous avait cicatrisé, ce qui signifie que les patients ont survécu à l'intervention. Sans antibiotiques, sans anesthésie, sans conditions stériles. Troisièmement, et c'est le vrai mystère, aucune arme n'a été retrouvée dans cette ville. Pas de lame, pas de pointe de flèche en contexte militaire, pas de muraille défensive. C'était une cité marchande pacifique, un carrefour international qui commerçait avec la Mésopotamie, la vallée de l'Indus et l'Asie centrale. Puis, vers 2000 ans avant notre ère, les habitants ont simplement quitté les lieux. Aucune trace d'attaque, aucune trace d'épidémie, aucune trace de catastrophe naturelle. Ils ont rassemblé leurs affaires et ont disparu. Où? Personne ne le sait encore. Et puisque nous parlons de défis impossibles résolus par les Perses, en voici un dernier. Peut-être le plus monumental de tous. Comment survivre dans un pays où l'eau est quasiment absente? Les khanats. Des aqueducs souterrains creusés à la main depuis des sources de montagnes jusqu'aux villes. L'angle d'inclinaison était calculé pour que l'eau s'écoule par gravité, mais assez lentement pour ne pas éroder les parois. Profondeur, de 10 à 40 mètres. Longueur d'un seul khanat, de quelques centaines de mètres à des dizaines de kilomètres. Le plus long, dans la région de Gonabad, s'étend sur 45 kilomètres. Son puits principal atteint 70 mètres de profondeur. Il a environ 2700 ans, et il fonctionne aujourd'hui, en ce moment même. L'eau coule dans un tunnel creusé par des hommes de l'âge du bronze. Si l'on mettait bout à bout tous les khanats du pays, on obtiendrait plus de 300 000 kilomètres. Pour comparaison, la longueur de l'équateur est d'environ 40 000. Les Perses ont fait plus de 7 fois le tour de la Terre en canot souterrain, à la main, sans machine, sans carte géologique. Vus du ciel, les khanats ressemblent à des chaînes régulières de trous ronds dans le désert. Quand les premiers pilotes militaires les ont aperçus depuis les airs, ils ont signalé des traces de créatures géantes et des structures souterraines inconnues. On leur a expliqué que c'était de l'irrigation. Ils n'y ont pas cru. Des réfrigérateurs sans électricité, des climatiseurs sans courant. Une cité souterraine à 3 niveaux bardés de pièges. De la neurochirurgie sans anesthésie. Un réseau d'irrigation long de 7 fois l'équateur. Et tout cela créé par des gens qui n'avaient rien d'autre que leurs mains et leur intelligence. Mais une question demeure. Comment cette civilisation a-t-elle survécu? Tous les conquérants
y sont passées. Pourquoi n'a-t-elle pas disparu comme des dizaines d'autres? La réponse se trouve dans le relief. Regardez la carte. À l'ouest, les monts Zagros, 1500 km de chaînes successives avec des vallées étroites entre elles. Aucun passage large. Au nord, les monts Elbourz, dont le point culminant, le Damavand, atteint 5610 mètres, le sommet le plus élevé de tout le Moyen-Orient. Au sud et à l'est, deux déserts gigantesques à travers lesquels aucune ligne de ravitaillement ne peut passer. C'est une forteresse naturelle où l'on peut entrer, mais d'où l'on ne sort pas vainqueur. Alexandre le Grand a traversé les plaines, mais le cœur montagneux lui a résisté. Les Arabes ont apporté leur religion et leur gouverneur, mais 3 générations plus tard, leurs descendants écrivaient des poèmes en farsi et bâtissaient des palais dans le style persan. Les Mongols ont incendié des villes et anéanti des bibliothèques. Un siècle après, leurs héritiers étaient devenus des mécènes persans finançant poètes et architectes. La culture perse ne s'opposait pas aux envahisseurs de front, elle les absorbait. Les montagnes lui donnaient du temps, et le temps travaille pour ceux qui savent attendre. Et à propos de cette profondeur qui se mesure non pas en années, mais en millénaires. Avant l'islam, ce pays a été pendant plus de 1000 ans le centre du zoroastrisme, l'une des plus anciennes religions du monde, fondée sur une idée centrale. Le monde est le théâtre d'une lutte entre le bien et le mal, et l'être humain est libre de choisir son camp. Cela sonne familier, bien sûr, parce que c'est précisément de là que cette idée a gagné le reste du monde. Le concept du paradis et de l'enfer, des anges, du jugement dernier, d'un sauveur qui viendra à la fin des temps, tout cela est né dans le zoroastrisme avant de passer dans le judaïsme puis dans le christianisme et l'islam. Ce n'est pas un détail. C'est la structure fondamentale de la manière dont la moitié de la planète pense le bien et le mal, la vie et ce qui vient après. Et voici un détail qui donne des frissons. Dans la ville de Yazd, dans un temple zoroastrien, brûle un feu sacré. Ce feu est entretenu sans interruption depuis, selon certaines estimations, plus de 1500 ans. On l'a déplacé, caché, protégé dans des lieux secrets, mais jamais éteint. 15 siècles d'une même flamme sans une seule interruption. Les empires naissent et s'écroulent, et le feu brûle. Terminons à Ispahan. Un proverbe persan dit « Ispahan est la moitié du monde ». Et ce n'est pas une exagération. La place Naqsh-e-Jahan, au centre de la ville, est la deuxième plus grande place urbaine au monde. Elle a été construite au XVe siècle. La mosquée de l'imam, la mosquée Sheikh Lotfola, le palais Ali Kapou, le tout conçu comme un ensemble architectural unifié. Un tel niveau de planification urbaine n'existait nulle part en Europe à cette époque. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont les coupoles en mosaïque des mosquées d'Ispahan. Elles changent de couleur selon l'angle de la lumière. Bleu le matin, turquoise à midi, dorées au coucher du soleil. Ce n'est pas un hasard. C'est un calcul mathématique de l'angle de pose de chaque carreau. Au XVe siècle, sans ordinateur, sans logiciel de conception. Et cela n'a rien de surprenant, car les Perses adoraient les mathématiques. Al-Khwarizmi, d'origine perse, a créé l'algèbre au IXe siècle. Le mot algorithme lui-même dérive de la forme latinisée de son nom. Chaque fois que votre téléphone traite une requête, il utilise des mathématiques inventées par un homme de ce territoire il y a plus de 1000 ans. Avicenne ou Ibn Sina a rédigé le Canon de la médecine, qui est resté le principal manuel médical de l'Europe pendant près de 6 siècles. 600 ans durant lesquels les étudiants apprenaient à soigner en suivant un livre écrit par un persan. Omar Khayyam a créé un calendrier solaire plus précis que le grégorien, et ses poèmes sont toujours traduits dans des dizaines de langues à travers le monde. Ce ne sont pas de simples anecdotes de manuels scolaires. C'est la conscience de soi d'une nation entière. Les Iraniens connaissent ces noms depuis l'enfance, et c'est précisément cette mémoire qui rend leur identité si résistante qu'elle a tout traversé. Et savez-vous ce qui unit toutes ces inventions? Les yakshals, les badgirs, les khanats, les cités souterraines? Une seule mission, survivre là où survivre est impossible. Et cette philosophie de survie se lit le mieux non pas dans l'architecture, mais dans la cuisine. Parce que la gastronomie perse n'est pas simplement délicieuse. C'est la carte du pays et de son climat dans une seule assiette. Au nord, dans les provinces humides de la Caspienne, on mange du riz, du poisson et des herbes fraîches. Le riz est cuit d'une manière particulière, et le morceau le plus convoité, c'est le tadig, la croûte dorée et croustillante au fond de la marmite. Dans les familles iraniennes, la bataille pour le tardig est un vrai combat de table. Au sud, près du golfe Persique, on ajoute des dattes, du tamarin
Et des épices vives, l'influence des routes commerciales qui traversent le détroit d'Ormuz depuis des millénaires. Au centre, à Ispahan, on prépare le fessenjan, du poulet dans une sauce épaisse de grenade et de noix. Acide, sucré, amer et gras en même temps. Ce n'est pas juste un plat. C'est une philosophie du goût, un équilibre des contraires. Et à l'est, dans le Khorasan, sur la route de la soie, pousse le safran. Le pays produit environ 80% du safran mondial. Un gramme coûte plus cher qu'un gramme d'or. Et chaque enfant iranien connaît son parfum, parce qu'il est dans chaque riz de fête, dans chaque thé, dans chaque douceur. Le bazar iranien n'est pas un simple marché, c'est une encyclopédie vivante. Debout devant un seul étal, vous pouvez tenir entre vos mains du safran de l'Est, des grenades du Nord, des dattes du Sud et des noix de l'Ouest. Tout le pays dans vos paumes. Si cette vidéo vous a fait découvrir quelque chose de nouveau, dites-moi en commentaire quel fait vous a le plus surpris. Le réfrigérateur au milieu du désert, la cité souterraine truffée de pièges ou l'œil en or vieux de 5000 ans.